jeudi 21 mars. Aujourd'hui, on parle d'un choix de carrière qui pourrait en intéresser plusieurs, mais tout d'abord, on parle d'implication communautaire. Bienvenue à Studio Libre. La saison des AGA, les Assemblées générales annuelles des organismes, est commencée. D'ailleurs, il y en a certains qui les ont déjà eues à l'heure actuelle. Mais si on veut s'impliquer dans un conseil d'administration, bien, il y a des choses à savoir avant. On s'en va pas là tout de suite et se jeter dans le vide. Et je pense que j'ai la personne la plus désignée pour répondre à nos questions par rapport au conseil d'administration, notre président du conseil d'administration et qui fait partie aussi d'autres conseils d'administration, Michel Parenteau. Bonjour Michel. Bonjour Sylvain. Donc, bienvenue sur l'émission, première fois que tu passes à l'émission. Et puis, c'est drôle parce que ça venait d'une interrogation personnelle. Je me suis demandé, bon, j'aimerais peut-être ça m'impliquer dans un conseil d'administration, mais il y a des choses à savoir avant de plonger. Et puis, je me disais, pourquoi pas aller parler à Michel qui fait partie de combien de conseils d'administration? 3 ou 4? Plus 5 ou 6. 5 ou 6. Je me disais, en plus, c'est un emploi, là, tu fais pas juste ça dans ta vie. Non, je suis pas retraité, je suis pas encore retraité, donc c'est juste le soir, les fins de semaine. Ça fait partie de ma vie depuis longtemps, puis j'essaye de jumeler tout ça avec mon emploi. Oui, ouais. Combien de temps que tu fais j'ai commencé quand j'étais au cégep. J'étais sur l'association étudiante. J'ai continué à l'université. J'ai fait partie du conseil d'administration, comité de budget d'une université. Ça fait plus de 35 ans, là, au moins, que je siège sur différents conseils d'administration. Quand on choisit un organisme, j'imagine qu'on y va avec ses intérêts personnels aussi. Je me verrais pas dans un organisme, exemple donné, bon, je prends Loisirs Sport Outaouais, dont tu fais partie. Moi, personnellement, ça me touche un peu moins parce que je suis moins loisirs et sport. Donc, est-ce qu'il faut vraiment avoir un intérêt envers ce que l'organisme fait pour faire partie d'un conseil d'administration? Bien, ça l'aide un peu. C'est souvent la porte d'entrée. Par exemple, moi, quand j'ai adhéré au mouvement Optimisme, mais c'était les jeunes. J'avais des enfants. Fait qu'il y a une porte d'entrée souvent qui est en fonction de ton intérêt. Après ça, il y a une nouvelle forme de gouvernance actuellement qui se développent, qui sont en cours, où ils fonctionnent, où ils recrutent des administrateurs en fonction de ton expertise. Donc, si, par exemple, dans ton plan stratégique de ton organisme, dans ta prochaine année ou tes 2 prochaines années, tu as des enjeux par rapport à une négociation collective de tes employés, parce que tu as des employés syndiqués, mais peut-être tu as besoin d'une expertise en droit. Fait que là, tu vas ouvrir un poste avec un chapeau, une étiquette. On cherche quelqu'un en droit qui pourrait nous aider. Puis là, ça se peut que ce ne soit pas le champ d'intérêt. L'organisme, c'est pas dans ton champ d'intérêt. Si toi, tu n'aimes pas le sport ou si tu n'aimes pas quelque chose, mais c'est pas grave. C'est l'expertise qui va t'emmener dans un organisme ou pas. Fait que ça va dépendre de la gouvernance de l'organisme qui va faire que c'est soit ton expertise ou ton champ d'intérêt. Parce qu'on peut, dans un organisme, dire, ben, ce membre-là, on aimerait ça qu'il soit tel type d'expert ou avoir comme dire, des connaissances en d'autres termes que juste de l'administration pure et dure? Absolument. On l'a vécu même ici à la télévision communautaire, à la dernière assemblée. C'était une réflexion. Il y avait eu, comme on le sait, Benoît Quévillon qui était décédé, puis il y avait eu un poste vacant pendant longtemps. On cherchait quelqu'un qui ressemblait plus à un profil finance, entreprise, ces choses-là. Puis on approchait quelqu'un qui était aussi dans le milieu culturel. C'est Jonathan Trudel qu'on a approché. Puis il s'est présenté à l'Assemblée générale. On l'a pas nécessairement convaincu. Je pense qu'il est venu quand même assez facilement. Mais c'est quelque chose qui nous manquait. Fait que même le conseil d'administration peut se positionner, dire, on pense qu'à l'entour de la table, il nous manque telle expertise. Puis on peut essayer d'aller recruter des gens qui vont soumettre leur candidature parce que c'est pas parce que tu approches quelqu'un que l'Assemblée va être d'accord non plus. Fait que il y a quand même une élection en bout de piste, mais on peut solliciter des candidatures. Oui. Et, exemple donné, bon, un organisme aurait besoin de refaire ses communications, par exemple. Donc, je pourrais entrer dans un type de poste désigné en communication et puis aider cet organisme-là à revenir. On le sait, les organismes présentement vivent des temps qui sont difficiles, autant financièrement, et on en voit aussi qu'il y en a beaucoup qui disent, ben, on n'a pas assez de
personnel, au niveau d'implication communautaire. Les gens ne s'impliquent pas dans nos conseils d'administration, autant aussi comme bénévoles. Donc, c'est comment la difficulté d'aller chercher des nouveaux dans un conseil d'administration, par exemple? Bien, c'est sûr que la façon traditionnelle, on l'affiche dans les journaux. Là, c'est encore plus difficile dans ce moment ici, il y a plus de journaux dans la région. Mais il faut aller au-delà de juste l'afficher. Il faut solliciter, comme je disais tantôt, des candidatures, approcher des gens, approcher des anciens membres aussi, peut-être qui connaissent des gens dans le milieu. Approcher, quand on parle, tantôt je parlais d'expertise en droit, on peut approcher le barreau pour dire, nous autres, on a un poste, parce qu'il y a des gens qui entrent en profession puis ont besoin aussi de siéger sur des conseils d'administration. Fait qu'on peut approcher aussi, si on manque si on a besoin de quelqu'un en finance, on peut approcher des organismes qui... L'association des comptables. Absolument. Fait que ça peut se faire, ça. Puis ça sollicite des gens. Puis c'est sûr qu'il faut en parler. On ne peut pas juste afficher... tu parlais de l'exemple de la communication. J'étais c'était dans le milieu scolaire. Puis à chaque année, l'Assemblée générale de parents. Oui. Bien, il y a 6 postes au conseil d'établissement. Bon, c'est changé maintenant la gouvernance des commissions scolaires. C'est rendu des centres de services scolaires. Mais dans le temps, on était 6 parents, puis il s'en prend 6 pour siéger sur le conseil d'établissement. On est tous élus par acclamation. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, ben moi, ma spécialité, c'est les communications. Ben, peux-tu regarder notre avis de convocation pour les parents? Puis, tu sais, on répète toujours... Qu'est-ce qui fait que ça marche pas, qu'il monte? Ben, c'est ça. Fait que, elle a regardé l'avis de convocation, elle a dit, ben, c'est pas surprenant que vous soyez pas plus que 6. Puis, elle l'a modifié. Puis l'année suivante, ben, entre guillemets, il a fallu se battre pour nos postes parce que là, il y avait 50 personnes dans la salle. Puis, il y avait plus de monde. Fait que, des fois, c'est juste le format de comment on l'annonce, notre Assemblée générale, qui va solliciter la présence ou non des gens à notre Assemblée. Quand on s'implique dans un organisme, il y a toujours aussi un aspect légal à la chose. Comment est-ce qu'on peut établir la légalité de la chose dans ce que les personnes qui vont s'impliquer dans un conseil d'administration ont à savoir, justement? Bien, on peut toujours solliciter de l'aide. Il y a des organismes. Si on fait partie d'un réseau, le réseau peut nous aider. Si on est un OBNL qui est tout seul, qui a sa propre mission, bien, des fois, il y a une fédération qui peut nous aider. Mais à l'interne, c'est les codes de gouvernance qui vont dicter comment que ça fonctionne. Puis on est quand même régi. Les OBNL, c'est... il y a des lois qui nous régissent quand même. On ne peut pas faire n'importe quoi. On est quand même obligé de faire une reddition de compte. Puis ça va dépendre si c'est un OBNL de type organisme un club social, par exemple. Bien, on n'a pas d'employés. Quand on prend une décision, bien, il faut aussi la mettre en application. Si on décide de faire une activité et on n'a pas personne pour la faire, bien, on ne prend pas cette décision-là. Il faut désigner des gens à un moment donné. Absolument. Mais si on a une direction générale ou des employés, bien, c'est différent. Dans ce cas-là, c'est différent. Il faut s'asseoir. La direction générale siège au conseil d'administration. Elle n'est pas votante, mais on lui donne des mandats. Puis s'il n'est pas capable de réaliser les mandats, mais c'est elle qui a l'expertise de nous dire, bien là, on s'en va vers un mur parce qu'on n'a pas soit les ressources, on n'a pas les finances, c'est pas le bon moment, peut-être dans 2 ans, mais là, on n'est pas prêt. Fait qu'il y a des discussions qui ont lieu pour savoir si l'organisme s'en va dans la bonne voie ou pas. Est-ce que s'impliquer dans un organisme qui, justement, s'en va un peu plus dans le mur, là, on en voit quelques-uns qui ont malheureusement fermé, est-ce que ça demande un certain... parce qu'il y a un mythe qui reste que les administrateurs peuvent être tenus légalement responsables et financièrement responsables. Ce point-là, comment est-ce qu'on peut le décortiquer? Parce que ça peut faire peur à des gens. Est-ce que, de un, c'est vrai? Et de 2, comment ça s'organise? Bien, c'est absolument vrai. Ça m'est arrivé une fois à mon 35 ans. Et il faut que l'organisme, au moment de la faillite, par exemple, s'il n'est pas capable d'honorer ses engagements, parce qu'il y a des fournisseurs à payer ou d'autres types de redevances, il faut que les TPS, TVQ soient payés, les DAS, les employés, il faut que les salaires, les vacances soient payés. Donc, à la fin de l'organisme, s'il n'y a pas d'argent pour tout payer ça, c'est les administrateurs qui, collectivement, sont redevables pour le payer.
Oh, ça peut faire peur à du monde aussi, là, quand on voit des organismes qui sont sur la corde raide. On se dit, est-ce que je m'embarque, exemple donné, à 1 an à peu près de la faillite? Et puis, bon, c'est à voir, mais ça peut représenter des sommes qui sont quand même considérables. Si on parle de salaire, de vacances, de fournisseurs, on ne fait pas faillite pour 3, 4, 5 000 $. Pour ce qui est pour les fournisseurs, ça, c'est le syndic qui va s'en occuper. Ça, on n'est pas responsable. La seule, le conseil que je dirais, c'est que quand tu veux t'embarquer dans un organisme ou tu as un intérêt pour un organisme en particulier, tu peux même solliciter à avoir une rencontre préalable à l'AGA avec le directeur général ou la directrice générale pour voir, premièrement, les états financiers de l'année précédente, puis l'autre, voir si l'assurance responsabilité des administrateurs est en vigueur. Ça ne te protège pas contre tout, mais au moins ça te protège d'une certaine façon. C'est le maximum qu'on peut être protégé, mais est-ce qu'elle est en vigueur? Elle a-tu été payée dans les dernières années, dans la dernière année? Si tu as au moins ça, tu peux prendre plus une décision éclairée sur le fait d'embarquer ou pas, ou de vouloir te présenter comme candidat là, pour être administrateur. Oui, parce que là, si on se dit au moins on a une certaine assurance, mais là, généralement, quand ça va mal dans un organisme, il y a des comptes qui sont pas payés. Donc, on peut demander à voir les livres. Absolument. Parce que les livres sont publics, si je me trompe pas. Si tu veux devenir administrateur, je pense qu'il y a une certaine transparence à avoir avec les candidats. Je pense que c'est la moindre des choses. Si l'organisme n'est pas capable de te montrer ses états financiers... Gros drapeau rouge, là. Gros drapeau rouge. Il y a des organismes qui m'ont déjà approché dans le passé, puis il y avait un plan on a dû faire un plan de restructuration. Oui. Ça existe, ça aussi. C'est pas parce que c'est difficile actuellement que ça veut dire que c'est difficile pour toujours. Fait que oui, c'est arrivé à quelques occasions. Puis les gens, dans ce cas-là, j'avais été approché justement pour ça. Je dis pas que j'ai une expertise là-dedans, mais j'ai quand même certaines connaissances après 35 ans. Avec le nombre aussi que tu as fait. C'est ça. Puis la variété aussi d'organismes que tu peux être présent. Donc, tu es présent, comme je disais, Loisirs Sport Outaouais. Tu es présent aussi à la télé. Donc, il y a des différences entre les organismes. Et j'imagine, dans la structure, est-ce que c'est pas mal tous la même structure dans laquelle tu fais partie des conseils? C'est souvent, c'est similaire, mais j'ai pas les mêmes postes non plus partout. Je suis aussi à la coop de santé, là, je suis trésorier. Ça fait que je vis différentes situations dans différents conseils d'administration, puis ça développe tes habiletés à collaborer avec d'autres personnes sur un conseil d'administration. C'est des habiletés sociales aussi. Là. C'est de rencontrer des gens. Moi, j'ai juste, parmi toutes mes CA, j'ai juste une personne que je retrouve à 2 endroits. C'est tous des gens différents à chacun des endroits. Fait que tu rencontres tu développes ton réseau. C'est intéressant de jaser avec d'autres personnes parce que c'était toujours avec les mêmes. À un moment donné, tu as fait le tour. Là. Aussi, à un moment donné, il faut préparer notre sortie aussi. Là. On a l'impression souvent que c'est tout le temps les mêmes, comme on dit. Bon, ils sont partout, c'est la même gang. Genre, ils sont comme une vingtaine, puis ils se partagent tous les organismes. Donc, c'est pas vraiment ça. Là. Pas dans mon cas. Okay. Pas dans mon cas. Donc, aussi, quand on veut s'impliquer dans un organisme, il y a du temps à mettre. Bon, comme pour préparer, exemple donné, à tous les mois, il y a l'assemblée, la réunion tous les mois, dans tous les organismes. Ça prend du temps. Combien est-ce que quelqu'un qui veut s'impliquer dans un organisme peut penser mettre de temps pour un poste, exemple donné, ce président, ça doit être un petit peu plus prenant, mais un poste d'administrateur simple là, à la base, là, combien est-ce qu'on peut penser mettre de temps dans un organisme qui va relativement bien? Je dirais que moi, je pense que pour un bon conseil d'administration, si tu reçois tes documents une semaine à l'avance, puis tu as le temps de les lire avant d'arriver à la réunion tu n'as pas le temps d'arriver là. Puis moi, je pense 2-3 heures, c'est le maximum que tu vas mettre là-dedans. Essayer de comprendre, par mois, parce que d'après moi, c'est correct. Ça, c'est par mois pour ta préparation. Le temps de la rencontre, c'est un petit 2 heures. Tu peux peut-être faire partie d'un sous-comité, qui est là, peut-être une réunion, peut-être aux 2 mois, quelque chose comme ça. Fait que c'est quelques heures par mois. C'est pas... à la limite, c'est pas nécessairement un grand investissement. C'est sûr que quand tu es dans une phase de
soit de restructuration. Ouais, il y a tu as plus de peut-être temps des à rencontres ça, à toutes les semaines. Fait que ça va dépendre des dossiers, ça va dépendre du type d'organisme. Puis quand c'est un club social, ça peut être une fois par mois. C'est jumelé avec un souper. Puis il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait aussi. Fait que quand on a du plaisir dans ça, ben des fois, tu ne le comptes même pas ton temps. Moi, on me demande comme souvent combien de temps ça te prend. Puis, aucune idée. Je ne calcule pas. Et puis, est-ce que le fait d'avoir plusieurs conseils d'administration, à un moment donné, ça revient au même, je le mets entre guillemets, là. Donc, il y a des choses qui sont dans tous les organismes de la même chose. Bon, je pense, par exemple, aux impôts, rapports comptables et compagnie. Bon, tout le monde doit en faire un au moins une fois par année, et même des fois plus. Est-ce que, justement, ça devient comme un peu un genre de poutine que ça... un ou un autre organisme, c'est pratiquement juste changer le nom au-dessus, là? Bien, les états financiers, c'est sûr que ça va finir par se ressembler. Les normes comptables sont les mêmes pour que ce soit un organisme ou un autre. On va avoir les mêmes normes. Puis ça, mais ça, c'est l'auditeur. C'est dépendamment du type de mandat qu'il reçoit. Si tu as des subventions, des fois, ton organisme, un de tes organismes subventionnaires va te demander que ce soit un audit ou c'est juste une mission d'examen. Ça va dépendre du type de document, mais ça finit par se ressembler. Les types de remarques que l'auditeur indépendant va te donner, il y en a qui vont lire ça pour la première fois puis ils vont dire « Oh, il y a une réserve. » Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi la réserve? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, mais quelqu'un qui vit ça depuis 35 ans, bon, la réserve, OK, j'en prends puis j'en laisse. Moi, ça me stresse pas. Là, ça me stresse plus de voir ce mot-là ou la continuité d'opération. Oh, attends, on est dans d'autres choses, là. Est-ce qu'on s'en va vers un mur ou pas? Bien, ça va dépendre de ton degré de tolérance, entre guillemets, au risque, mais c'est pas nécessairement au risque, là, mais si tu as une bonne direction générale puis qu'elle t'informe exactement où on en est rendu, bien, pas nécessairement une question de risque, là. Je pense qu'on finit par vivre très bien avec ça. Aujourd'hui, impliquer des gens, le simple citoyen, ça devient quand même un peu plus complexe parce que, bon, les gens n'ont pas de temps, ils veulent pas s'impliquer ou faire du bénévolat, c'est peut-être plus la chose du moment, si j'allais me dire. Comment est-ce que la communauté, comment est-ce qu'on attire la communauté à nous supporter dans notre mission? Mais je pense qu'il faut que le message soit clair. Tu ne vas pas approcher quelqu'un si tu ne sais pas exactement ce que tu veux y faire faire. Un bénévole, tu l'accueilles, tu lui demandes, viens-tu nous aider? Puis, ben, il reste sur le bout de la table à une activité. Il est au bout de la table, finalement, mais c'est un backup plus que d'autres choses. Fait qu'il faut que tu les approches pour des tâches particulières. Moi, j'ai toujours dit, le plus dur, c'est d'avoir quelqu'un qui va siéger sur le CA, dans le sens que lui, son intérêt, pas son intérêt, mais son effort qu'on a à lui demander, c'est soutenu pendant 1 an ou 2 ans. Oui, effectivement. Mais pour faire une activité X, une journée X qui va commencer à telle heure, qui va finir à telle heure, ça, je pense que c'est beaucoup plus facile parce que tu as des gens que tu peux approcher pour un nombre minimum d'heures. Activité de financement, c'est ça, puis spaghetti. Puis ces gens-là n'entrent pas dans l'organisation. Ils vont venir t'aider ponctuellement, puis ils n'ont pas à se soucier qu'il y a 8 réunions préparatoires à l'activité, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de post-mortem, ils vont venir t'aider. Ils peuvent participer au post-mortem après, là, mais c'est pas ça qu'on lui demande. Ça, j'ai rarement vu des activités où il y a manqué de personnes pour la journée même. C'est plus dans l'organisation. C'est l'effort qui est demandé pendant 1 an ou 2 ans. L'effort soutenu, justement. Puis j'avoue que même quand tu dis, 1 an ou 2 ans, on ne sait pas tous où ce qu'on s'en va dans 1 an ou 2. Donc, ça peut être difficile de dire « Oh oui, c'est beau, je m'implique » ou à un moment donné, on se rend compte que « Oh, j'ai plus vraiment d'intérêt. » Est-ce qu'il y a moyen de dire « Ben, écoutez, je quitte mon poste? » Ben, c'est plus facile parce que si tu n'as pas d'intérêt, tu commences à venir une réunion sur 2, une réunion sur 3, tu commences à avoir des problèmes de quorum, tu es aussi bien de laisser ta place. Puis que le CA, lui, dans tous les organismes... il y a une porte de sortie où, entre 2 assemblées générales, c'est le conseil d'administration qui peut coopter quelqu'un en attendant. On ne tord pas un bras à quelqu'un, là. Non, c'est ça. Il y a moyen de remplacer quelqu'un en cours de mandat s'il quitte. Pour toutes sortes de raisons, ça peut être un déménagement. On le vit ici. Réaffectation fédérale et compagnie. Effectivement. Donc, les gens arrivent, mais il y en a d'autres qui partent. Puis...
Tu peux avoir quelqu'un sur ton conseil d'administration que le conjoint est militaire, puis il déménage. Oui, moi, je me suis pris un mandat de 2 ans, mais tu quittes au bout d'1 an et demi, c'est correct. Là. Pendant 1 an et demi, tu as été profitable, tu as participé à la collectivité, mais on ne peut pas t'obliger à rester non plus, puis on peut nommer quelqu'un d'autre en attendant la prochaine Assemblée générale. Ça, les possibilités sont là. Merci beaucoup, Michel Parenteau, notre président du CA et qui fait partie de nombre de CA dans le coin. Merci beaucoup de ton temps et de ton expertise aussi à décortiquer cette question. Puis d'ailleurs, c'était pas du tout fait pour être en entrevue. C'était un peu un chat, moi et toi. Puis je me suis dit, non, il me semble que ça pourrait être intéressant pour l'émission et pour les gens qui veulent s'impliquer dans les organismes parce que Dieu sait que la demande est grande. Merci beaucoup, Michel. Ça fait plaisir, merci. Dans tous les domaines, le recrutement de nouvelles recrues est vraiment très important et à la Sûreté du Québec aussi. Donc, on a remanié le programme Deviens qui tu es et on en parle avec la sergente Marie-Pierre Lorrain de la Sûreté du Québec. Bonjour, sergente Lorrain. Bonjour. Et donc, Deviens qui tu es. C'est une plateforme qui vise à recruter des nouvelles recrues. Mais comment ça fonctionne exactement? En fait, on reprend le même slogan de la campagne de 2018, donc le Deviens qui tu es, mais c'est sans la notion d'ambassadeur. Donc, pour cette campagne-là, on va vraiment viser de mettre l'avant certains patrouilleurs, patrouilleuses, des enquêteurs, des spécialistes et même des cadets. Donc, ça va être sous forme de photoreportage, de vignettes vidéo que les gens vont pouvoir avoir d'informations sur le métier de policier. Parce que le métier de policier, bon, j'en parle souvent avec la police de Gatineau ici, c'est un métier qui est bien que connu, peut-être méconnu dans son quotidien, finalement. Oui, bien c'est ça. En fait, nous, on veut démontrer par cette campagne de recrutement, on veut démontrer là, les compétences recherchées auprès des membres de la Sûreté du Québec, ce que l'on veut à la Sûreté du Québec. On veut aussi démontrer la diversité qu'on a au sein de nos équipes, les opportunités de carrière aussi, puisqu'on est, on est une très grande organisation, donc c'est plus de 200 métiers possibles, là, métiers et spécialisations possibles à l'intérieur de la Sûreté du Québec, et aussi le vaste territoire que l'on a aussi. Là. Donc, c'est ça qu'on veut démontrer via nos capsules. Évidemment, quand on veut devenir policier, ben, c'est une passion, c'est même plus une vocation, je dirais. Comment est-ce que vous arrivez à recruter du nouveau monde, à dire, ben, deviens justement qui tu es? Les gens embarquent? Les jeunes embarquent? Ben, en fait, c'est le but. On veut aller chercher une clientèle plus jeune. Donc, c'est avec des vidéos dynamiques, justement, des photos-reportages avec un langage adapté un peu plus pour eux. Donc, c'est pour ça qu'on vise principalement la plateforme Instagram avec des publications qu'on va aller chercher à tous les mois sur une période de 24 mois, vraiment pour susciter l'intérêt, la curiosité là, à chaque mois. Oui. Et vous allez le faire sur 4 angles. Je disais compétences, diversité, envergure et opportunité. Pourquoi ces 4 angles-là ont été choisis? Bien, en fait, c'est pour vraiment venir démontrer ce à quoi la Sûreté du Québec, enfin, pour démontrer notre corps de police, en fait. Fait que, on veut démontrer les compétences que vous avez besoin d'avoir pour être un policier à la Sûreté du Québec. Comme vous le dites, c'est l'immensité du territoire, donc on veut le démontrer ça aussi. Les opportunités, étant donné qu'on est le plus gros corps de police au Québec, donc on veut démontrer la multitude des possibilités à la Sûreté du Québec. Diversité. La Sûreté du Québec est une organisation tournée vers l'avenir et consciente qu'une variété de profils humains est un facteur d'attractivité et de productivité. Vous y croyez sincèrement à la Sûreté du Québec qu'on peut avoir vraiment des profils différents? Et j'en parlais d'ailleurs avec la police de Gatineau qui me disait la même chose. On veut des gens avec une diversité de profils parce que, bon, vous l'avez mentionné, 200 emplois, eh bien, les 200 sont peut-être pas faits pour tout le monde non plus, là. Exactement. Fait que c'est sûr que nous, on cherche plusieurs profils différents. Chacun apporte leur bagage au sein de notre organisation. C'est super intéressant. On a là aussi le programme AEC Diversité policière qui existe aussi. Donc, on conseille aux gens de pouvoir postuler sur ce programme-là, qui est une version plus accélérée là, pour faire leur étude en technique policière. Ça prend minimalement un diplôme d'études collégiales. Puis, ben ça l'attire justement des clientèles, des
des gens qui postulent qui sont un petit peu plus vieux, qui ont justement des bagages autres dans leur vie qui peuvent être très bénéfiques au sein de la Sûreté du Québec. Et, comme on dit, bon, il y a différents métiers dans le domaine policier. Lequel est peut-être le plus, comment je pourrais dire, méconnu qu'on peut faire à la police, à la Sûreté du Québec? Je vous cacherai pas qu'il y en existe 200. Là, fait que même moi, je crois, après 11 ans d'ancienneté, il y en a probablement que je connais pas encore. Là. C'est sûr que tout le monde doit commencer patrouilleur. C'est la base pour tout le monde. Puis après ça, lorsqu'on est sur la patrouille, on se découvre des intérêts. On peut être appelé à justement travailler avec différents spécialistes et tout. Donc, c'est ça qui va nous faire nous intéresser à d'autres branches. C'est comme ça qu'on peut connaître d'autres métiers. Comme on peut rester patrouilleur aussi tout au long de notre carrière, qui est une super belle carrière aussi. Donc, c'est vraiment en commençant sur la patrouille que les gens vont voir là, quel est leur domaine d'intérêt qui les intéresse le plus par rapport à tous les appels qu'ils vont couvrir, puis aux événements qu'ils vont vivre. Et justement, avez-vous reçu des différents commentaires en disant « Hey, ça marche, j'ai le goût d'embarquer avec cette plateforme-là, avec ces vidéos-là, j'ai le goût de revenir à un métier de policier ». Est-ce qu'il y en a qui vous ont carrément dit ça? Que vous avez peut-être changé leur vie un peu? Pour l'instant, c'est sûr que la campagne, ça fait pas tellement longtemps qu'elle est démarrée, là, nos photoreportages, nos vignettes vidéo et tout. Mais c'est ce qu'on aspire à justement pouvoir justement susciter l'intérêt, la curiosité, peut-être faire en sorte qu'il y a des gens qui vont se diriger là, vers le métier de policier. Eh bien, on le souhaite. Merci beaucoup, sergente Marie-Pierre Lorrain, de nous avoir parlé de Deviens qui tu es. Et si jamais les jeunes veulent aller remplir le fameux questionnaire, où est-ce qu'ils vont? C'est sur le site Internet de la Sûreté du Québec. Ils vont dans l'onglet « Ma carrière », puis il y a plusieurs informations là, dans cet onglet. Bien, merci encore une fois. Et puis, on souhaite une belle vie à cette campagne et que les jeunes puissent découvrir le métier de policier. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition du jeudi 21 mars de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités. Tout d'abord, la sergente Marie-Pierre Lorrain de la Sûreté du Québec et aussi notre président de notre conseil d'administration de la TVC, Michel Parenteau. Donc, pour revoir cette émission et pour revoir toutes les émissions de la TVC, c'est facile. Allez sur YouTube. Notre chaîne est là, TVC Basse-Lièvre, très facile à trouver. Et au même nom, vous pouvez nous trouver aussi sur Facebook pour consulter nos activités un peu plus au quotidien. Et donc, on se revoit, nous, mardi prochain pour un autre Studio Libre. Bonne fin de semaine!